l'homme aux 1000 visages. Et j'ai envie de dire même un monstre sacré. Bon, ça tombe bien, il est presque minuit. On va la faire séquence un petit peu cinéma de minuit. D'accord. Voix Patrick Brion. Ce soir, on va parler de Lon Chaney. Lon Chaney est né en 19... Non, je ne vais pas le faire comme ça, c'est insupportable. Non, mais c'est une émission qui se tient. On est passé de Chani de Dune à Chaney. Donc, bravo. Ouais, bravo. Celle-là, je ne l'ai pas préparée. Mais Chaney. Sur Disney Channel. Chaney. Ou Disney Channel. Voilà, on va être sur du... Donc, bon, j'ai pris quelques notes parce que ça va un peu dans tous les sens. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dès la naissance, Lon Chaney a été marqué par le destin. Il est né un 1er avril. Et le destin va s'amuser avec lui. Et je trouve que le 1er avril, ça tombe très bien. Il est né donc le 1er avril 1883. Il fait partie d'une fratrie de 4 enfants. Et la spécificité, on va dire, ou le malheur, comme on peut interpréter, le malheur de Lon Chaney, dont le vrai nom est Léonidas Frank Chaney, on va l'appeler Lon, c'est plus simple, c'est que ses parents, qui s'appellent Frank et Emma Alice, sont tous les deux sourds-muets. Donc forcément, en termes de communication, c'est un peu compliqué. Mais il va tirer de cette adversité, parce que c'est aussi une adversité pour ceux qui sont élevés par des sourds-muets, j'imagine, il va tirer avantage parce qu'il va développer, bien entendu, le langage des signes et surtout l'art de la pantomime, parce que Lon Chaney s'est trouvé ce don, cette envie de vouloir raconter des histoires et quelque part, c'est presque quelqu'un qui aime amuser son prochain. Donc, il va, dès son plus jeune âge déjà, avoir je dirais, le sens du spectacle, de se mettre en avant pour distraire les autres. Et notamment quand son père est amené à travailler des heures impossibles, et notamment des fois loin de chez eux, parce qu'ils habitent à ce moment-là dans la région de Colorado Springs, et que sa maman a attrapé une maladie un peu handicapante, il va régulièrement, d'abord il va s'occuper d'elle, il va toujours essayer de la distraire en racontant les écrits qu'il a pu lire, et donc développer encore cet art de la pantomime. Cette affection pour le spectacle, il va aller comment dirais-je, à l'âge de 19 ans. En 1902, il va s'engager dans une troupe de théâtre où là, il fait du vaudeville. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est que Lon Chaney, au départ, il fait avant tout le comique. Je dirais presque le comique troupier, parce qu'il sait chanter, il sait danser, il est très souple de son corps, et ça, on verra que c'est très important. Et donc, il a le sens du spectacle. C'est un entertainer. On est quand même dans une époque où, de toute façon, le physique et l'apparence et l'exploit physique est important, puisque ce sont des films muets. Donc, il faut exprimer beaucoup de choses. Pour l'instant, il n'est pas encore au cinéma. Il s'engage dans une troupe où il va connaître tous les petits métiers de la troupe, décorateur, maquilleur, et ça, c'est très important. Et puis, il fera lui-même, entre guillemets, ses exploits physiques quand il sera amené à le faire. Donc, dans cette petite troupe, ils vont traverser les États-Unis pendant une petite dizaine d'années. Et dans cette troupe, il va rencontrer, lors de ses pérégrinations avec cette troupe, il va rencontrer celle qui va devenir Madame Chaney, qui s'appelle Cleva Creighton, et qui est encore mineure, mais il va l'épouser. Et 1 an après leurs noces, il va naître le petit Creighton Chaney, autrement dit le futur Lon Chaney Jr. À partir de ce moment-là, ça va être le drame. Pourquoi ça va être le drame? Parce qu'effectivement, Madame Chaney était déjà traumatisée quand elle était enceinte, car elle avait peur que leur enfant soit sourd-muet comme les grands-parents. Déjà, elle avait cette crainte. Ensuite, elle a sa propre carrière en tant que chanteuse. Donc, pour elle, un enfant, forcément, ça ralentit un peu le rythme. Et elle laissera un petit peu de côté l'enfant, sachant déjà que le papa, c'est un artiste. On imagine bien que l'enfant va pas connaître l'amour, en tout cas l'amour maternel, il ne va pas le connaître très longtemps, puisque lors d'une tournée, alors que Lon Chaney s'intéresse déjà au cinéma, il va taper à la porte d'Universal, où il va faire
plein de petits films, enfin de petits films, je ne sais pas si on peut dire des petits films, parce qu'en dehors de Griffith, personne ne faisait des films qui dépassaient l'heure pour le compte d'Universal, mais fort heureusement, il ne sera pas sous contrat. Ça veut dire qu'il ne sera pas pieds et poings liés avec les studios Universal. Et c'est très important pour la suite. Donc, nous sommes en 2013. Nous sommes en 1913. En 1913, voyant que sa carrière n'évolue pas comme elle le souhaiterait, Madame Chaney, je l'appelle Madame Chaney, ce sera plus simple, fait une tentative de suicide. Et elle ne choisit pas n'importe quel moyen, elle décide de s'empoisonner avec un liquide très irritant, on va dire. Ce qui va avoir comme conséquence, un, elle fait une tentative, ça veut dire qu'elle s'en est sortie, mais deux, elle n'a plus aucun don pour chanter puisque ses cordes vocales sont bousillées. Suite à cela, là, alors, sachant que, j'ai oublié de vous dire, sachant que la petite troupe était en Californie, donc déjà dans le milieu un petit peu le Hollywoodland, c'était pas encore le Hollywoodland, mais c'était déjà la patrie du cinéma, que Lon Chaney s'essayait donc à des films où il a tout fait. Il a fait le clown, il a fait le traître chinois, il a fait le héros, il a fait le cow-boy. Donc il a fait tout ce style, tout ce genre de films. Ils vont se séparer en 1913, en 1913 parce que Madame Chaney ne se remet pas de ce drame perso, et surtout, c'est un vrai scandale. On se remet dans le contexte. Un homme qui commence à être connu, qui est en tout cas dans le monde du spectacle, avec une femme qui fait une tentative de suicide, les coupables sont tous trouvés. Il y a une image de marque à respecter, et donc Lon Chaney va définitivement quitter le côté théâtral de son travail pour se consacrer uniquement au cinéma. Simplement, au début de ce siècle-là, le cinéma n'avait pas du tout la même résonance que maintenant, surtout en termes de studio. Quand vous signez un contrat avec les studios, vous êtes pieds et poings liés. Fort heureusement, Chaney, lui, continue à faire ses films avec un certain succès, mais il est toujours libre de s'en aller. Et c'est très important parce que à la même époque, pour vous donner une idée, a été créé un studio qui s'appelle la United Artists. Et la United Artists, la feu United Artists maintenant, la United Artists a été créée par 4 personnes importantes, 4 superstars du cinéma de l'époque, Mary Pickford, D.W. Griffiths, Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks Sr. C'était des gens qui avaient déjà une certaine influence dans le milieu du cinéma, mais en même temps, ils avaient toujours été engoncés dans les règles strictes d'un studio. Là, ils ont créé un studio indépendant pour répondre d'abord à la concurrence et surtout pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent, choisir leur sujet, parce que même quand les créatifs à cette époque-là ont fait des choses qui sont déjà bien sur des rails. Donc voilà, donc c'était un contexte où le studio, quand il vous prenait, il ne vous lâchait pas. Lon Chaney, lui, a cette chance d'être indépendant. Par contre, il ne gagne pas grand-chose. Il va faire 60 films, voire 80 films, où il est reconnu, mais il ne gagne pas plus de $100 par semaine. C'est d'ailleurs ce que lui disent ses producteurs. De toute façon, ton travail ne vaut pas plus de $100 par semaine. Puis arrive 1920, et en 1919, pardon, excusez-moi, et là, je n'ai pas d'image, je ne crois pas t'avoir donné d'image, arrive un film qui va être le tournant de la carrière de Lon Chaney. C'est bien d'avoir ce petit message de Romain, ça m'encourage. Il va jouer dans un film qui s'appelle Miracle Man. Miracle Man va être narrativement, voilà, si, j'avais donné une petite vignette. Miracle Man va être narrativement l'ossature de la plupart des films de Lon Chaney, où au départ, le personnage joué par Lon Chaney est un malfaisant qui peut être marqué par le destin dès le départ, un peu comme la personne qui était Lon Chaney avec ses débuts, et qui va donc, malfaisant, va faire le mal, mais va être en quête de rédemption à la fin du film. Là, Miracle Man, ce sont 3 aigrefins, ou 4, qui cherchent à rouler un peu les crédules, et un jour, ils apprennent, donc ce sont des gens des petits escrocs, un jour, ils apprennent qu'il y a un homme, qu'on appelle Miracle Man, c'est une sorte de Jésus qui arrive, qui traverse le pays et qui va faire des miracles, comme on dit, rendre la vue aux aveugles, des paralytiques, etc. Lui-même étant aveugle. Lon Chaney, le personnage de Lon Chaney, il va développer
ses qualités de contorsionniste dans ce film, puisqu'il va se faire passer pour un impotent, mais vraiment difforme, complètement plié en 12, on va dire. Et il y a une scène qui est restée mythique, c'est qu'il va aller voir ce Miracle Man, on imagine avec toute la foule autour de lui, et il va créer ce miracle, qui n'en est pas un, puisqu'effectivement, c'est un escroc. Sauf qu'après, il y a un gamin qui passe, qui lui est vraiment un mutilé, et face au Miracle Man, on va l'appeler comme ça, parce que je ne sais plus comment il s'appelle, ce brave homme, va devenir valide. Et là, la prise de conscience de Chaney dans ce film, ça va être de dire, on a peut-être tout faux, et que ce type-là, je demande qu'à le croire, donc il va être après en quête de rédemption. Ce film, il n'en reste rien. Si ce n'est un court extrait que je vous invite à voir sur YouTube, pour des cinéphiles, ça la fout mal, mais bon, il n'y a pas 50 solutions. Eh oui. Et cet extrait est très bien repris dans un film biographique sur la vie de Chaney, qui a été tourné en 57, qui s'appelle L'homme aux 1000 visages, comme tu disais si bien, Denis. Donc ce film-là, ça va être un premier gros succès. Il va rapporter 2 millions de dollars, et forcément, ça va commencer à... les projets plus... et surtout les réalisateurs plus intéressants vont commencer un petit peu à s'intéresser au bonhomme. Donc là, on est en 19. On est loin, même si sa carrière fut courte, on est loin d'arriver au chef-d'œuvre qu'il a pu avoir jusqu'à présent, puisqu'en 1920, alors là, je le présente parce qu'il existe encore en support, c'est de la chance, il a fait ce film qui s'appelle The Penalty, voilà, Satan en français. Et là encore, il va utiliser, c'est souvent la même trame, on va dire. Regardez, voilà, il est, avec ses qualités de contorsionniste, il se fait passer pour quelqu'un, enfin là, il se fait pas passer, il est amputé des jambes dans le film. Parce qu'au départ, le drame de ce film, c'est que c'est un jeune homme, un petit garçon, qui est sauvé in extremis par un chirurgien qui décide de le soigner. Il s'aperçoit, je pense, qu'il doit avoir la gangrène, il lui coupe les 2 jambes. Le gamin apprend plus tard, quelques temps plus tard, apprend que le toubib s'est trompé, il n'était pas obligé de couper les 2 jambes. Donc il va en ressentir une amertume et il va basculer, donc toujours un coup du destin, il va basculer dans le camp du mal et on retrouve donc ce personnage, Satan, qui est devenu un parrain de la pègre dans les quartiers de San Francisco. Et là, il va bien entendu, il va vivre d'escroquerie tout au long du film, avant une rédemption, souvent liée, alors je ne sais plus dans ce film-là, mais souvent liée par l'amour. Parce que c'est l'amour qui amène la rédemption dans ces films, mais un amour qui n'est pas souvent réciproque pour ce pauvre Lon Chaney. Donc ce film-là va faire un carton au petit box-office de l'époque. Et là, ça va commencer, on va sérieusement s'intéresser au bonhomme, ce qui va lui permettre de faire des projets plus ambitieux. Et le projet plus ambitieux, c'est en 23, si je ne me trompe pas, c'est Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc Notre-Dame de Paris, 2 millions de budget, c'est-à-dire que le box-office qu'il a fait avec le film précédent, là c'est carrément le budget du film, 2 millions, ce qui est incroyable. Alors c'est une libre adaptation de l'œuvre de Victor Hugo. Pourquoi je dis libre adaptation? Parce qu'à l'époque on voulait quand même pas choquer les gens et que donc l'archiprêtre, je sais plus, je ne connais pas les grades, Frollo, qui est quand même le méchant dans l'œuvre de Hugo, là c'est pas lui le méchant, c'est son frère cadet qui s'appelle Jehan, qui lui n'est pas dans les ordres et qui lui est le méchant du film. Sinon, ça reste la même histoire. Et là, notre ami Lon Chaney, qui est aussi le roi du maquillage, comme tout à l'heure j'ai vu passer la photo avec sa caisse à maquillage, il se fait lui-même ses propres maquillages. Là, il a plus de 30 kilos de maquillage et sur le corps et sur la tête. Et ça va donner le premier classique, la première adaptation de Notre-Dame de Paris. Et ça va rester, fort heureusement, dans l'histoire du cinéma, et on a encore l'occasion de pouvoir en profiter. Petite anecdote, le décor qui a été construit, ils ont construit des choses en dur. Ce décor a été après utilisé dans un autre film, on va parler tout à l'heure, mais surtout, ce décor a été gardé consciencieusement jusqu'à ce qu'il soit brûlé dans un incendie en 67. Voilà. Donc là, je vous parle d'un film qui est le premier blockbuster de Lon Chaney, vraiment.
sachant que peut-être qu'on peut replacer le fait que ça soit une superstar du film de genre, parce que le film de genre, à l'époque, n'avait pas la même place dans le cinéma global que là actuellement. C'est-à-dire que maintenant, le film de genre est entre guillemets un style mineur. On va voir ces films-là, mais c'est pas dans les films de genre qu'on trouve les chefs-d'œuvre absolus. Maintenant, je dis bien, ou en tout cas, on est devenu très exigeant. Là, le film de genre, c'était vraiment un style principal dans le film muet. Il ne faut pas oublier que le film muet, il fallait que ça soit très graphique. Et ce genre de film, étant très graphique, était très populaire, et notamment, comment dirais-je, Chaney en était devenu une star. Ça l'empêche pas de connaître d'autres choses, et il va tourner un film de Victor Sjöström, qui est un excellent film. Alors, tous ceux que je vous présente sont disponibles, sont pas trop chers, voilà. Et là encore, on va parler d'un homme face à son destin. Ça se passe en France. C'est un scientifique qui s'appelle Pierre Beaumont qui trouve un produit miracle en fait, non, il trouve un produit miracle qui va nous permettre de découvrir l'origine de l'humanité. Simplement, son invention, sa découverte, va être détournée par son mécène, qui va en tirer toute la gloire, et en même temps, son mécène est acoquiné avec la dame du scientifique en question. Donc, il est doublement trahi. Et lors d'une exposition de son brevet, de sa découverte, il est la risée de tous les scientifiques autour de lui, parce que personne ne le croit, et tout le monde pense que c'est effectivement son mécène qui est à l'origine de cette découverte. Il change de vie, il décide de devenir un clown. Et comme le dit le titre, en anglais, il doit être baffé, on va dire ça, giflé, c'est celui qui doit être giflé. Il fait son spectacle, il devient très populaire parce que tous les soirs, il se prend des gifles et des gifles et des gifles. Et un jour, bien entendu, parce que je dirais qu'il se met dans il se complaît, voilà, il se complaît à vivre le malheur jusqu'au jour où il va tomber amoureux. Et comme c'est un clown, cette personne va prendre pitié, c'est l'écuyère, va prendre pitié de ce personnage. Donc lui, il redécouvre une raison de vivre, sauf que comme c'est un clown qui fait rire tout le monde à force de se faire gifler, cette dame ne va pas le prendre au sérieux quand il va lui déclarer sa flamme. Effectivement, il ne va pas lui prendre au sérieux. En plus, elle est amoureuse de l'écuyer. Donc, c'est un amour sans retour. Donc, encore un drame pour Lon Chaney qui a pu un peu, je veux dire, enfin, pour le personnage de ce film, donc qui a pu effectivement, comment dirais-je, enlever toute la haine qu'il a pu avoir pendant des années pour l'amour, beaucoup plus pur, mais malheureusement, il n'y aura pas de retour. Donc, c'est toujours du drame, c'est toujours de l'adversité. C'est un clown triste, comme dirait Space Lab. Donc, c'est un film qui marque parce que c'est un film considéré vraiment comme un des top 5 des 160 films qu'a fait Lon Chaney. On va continuer là avec son deuxième gros classique, en tout cas, on se souvient de ça. Excuse-moi, oui. Master Phil, est-ce qu'il y a des bonus sur ces éditions-là? Alors, documentaires. Il peut y avoir des bonus. Oui, parce que par exemple, il y a un historien du cinéma, là, par exemple, sur celui que je vais vous présenter, qui s'appelle Roland Lacourbe, qui présente le film. Et il y a une interview d'Orson Welles et de Lon Chaney Jr. Ah oui. Par exemple, attention, ce ne sont pas des éditions premium prestige. Oui, c'est malheureusement ce qui reste de ces films, comme je l'ai dit en off, sur 160 films, il doit en rester 15. Donc c'est forcément. Mais après, je reviendrai sur les produits parce que je vous dirai comment on peut essayer de voir ces films. Mais par exemple, pour L'Arme de clown, il y a encore une présentation de Roland Lacourbe, qui doit être le spécialiste de Lon Chaney. Et il y a aussi un court-métrage qui s'appelle L'amour maternel, mais qui n'a rien à voir, qui a un rapport avec le film, mais là qui est fait par D.W. Griffith, qui était plutôt un cinéaste controversé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait fait Naissance d'une nation. Ouais. Hein, le premier film méga raciste de l'histoire du cinéma. En plus, ça dure 4 heures. Encore un film à boycotter. Voilà. Et c'était racheté avec Tolérance 3 ou 4 ans plus tard. Mais bon, dans l'idée, ça reste une pierre angulaire de l'histoire du cinéma. C'est ça qu'il faut. Mais par contre, des documentaires, enfin des entretiens, en tout cas, qui sont précieux. Tout est important parce que c'est ce qui reste. Donc, je suis passé à L'Arme de clown.
Je vais un petit peu dans tous les sens, j'en suis un peu désolé. J'essaie d'aller dans l'ordre chronologique parce que c'est important, c'est de voir quelle était la structure narrative des films de Lon Chaney et surtout son état d'esprit. Parce que son état d'esprit, c'est de dire, OK, on n'a pas de chance, mais la belle histoire, c'est de se battre contre ce pas de chance, justement. Bon, voilà, c'est Le Fantôme de l'Opéra. Là encore, une adaptation. Ça, c'est une image mythique de l'œuvre de Gaston Leroux. Et alors, il faut savoir qu'il y avait déjà du marketing à l'époque, puisque je ne veux pas vous dire de bêtises, excusez-moi, je recherche mes papiers, mais justement, au moment où... voilà, c'est ça. Au moment où on découvre le visage du dit fantôme, quand la cantatrice qui est aidée par ce fantôme, parce que l'histoire, c'est Eric, un fantôme, un être maudit qui erre dans l'opéra de Garnier à Paris, tombe amoureuse d'une chanteuse qui n'est pas la première chanteuse de la troupe. Il va tout faire, il va faire régner le malheur jusqu'à ce que cette chanteuse dont il tombe amoureuse soit la chanteuse principale. Et un jour, cette chanteuse va découvrir la vraie nature du personnage parce qu'il est toujours masqué, il se montre, il est masqué, il impressionne. Et un jour, par curiosité, cette femme va découvrir son vrai visage. Et cette séquence-là, il était prévu dans les salles qui projetaient le film des selles pour que les femmes, quand elles voient le vrai visage du personnage, si elles tombent, si elles s'évanouissent, elles puissent être réanimées. Donc, c'était déjà un petit peu un concept marketing. Oui. Voilà. Dans Le Fantôme de l'Opéra, il utilisera les décors au loin du bossu, de Notre-Dame de Paris. Donc, tout se recycle. Et alors, je voudrais quand même venir sur 2 autres films. Alors, malheureusement, il y en a un, je ne peux pas vous le présenter. On en parle à la fin parce que c'est là où tous les... Son meilleur film, il va rencontrer, excusez-moi, j'ai oublié de dire, c'est à partir de 1925, là, pour le coup, il va signer un contrat avec un studio, ça va être avec la MGM, et c'est là où il va commencer à travailler, notamment, voici surtout là, avec sa plus belle collaboration, c'est avec un grand réalisateur qui s'appelle Todd Browning. Et avec Todd Browning, il va faire un film qui est son chef-d'œuvre absolu pour moi, de tous, c'est L'Inconnu. Alors, L'Inconnu, on part toujours sur un être malfaisant. C'est un homme qui s'appelle Alonso, qui est un criminel. Il a tué. Il a une petite spécificité, c'est qu'il a des doubles pouces. À cette époque-là, il n'y a pas de console de jeux vidéo, donc c'est pas top. On s'en fout un peu des doubles pouces. Mais ça, effectivement, c'est la marque de l'assassin. Donc, il va se planquer dans un cirque. Et Dieu sait si c'est important pour Todd Browning, j'en reparlerai un petit peu après, l'univers du cirque et l'univers forain. La plupart des films, beaucoup de films de Lon Chaney se passaient aussi dans cet univers forain, notamment L'Arme de Clown, par exemple. Il va se planquer dans un cirque grâce à ses qualités de contorsionniste. Donc, Lon Chaney va se faire passer pour un manchot, donc qui n'a pas de bras et qui est lanceur de couteaux. Et il va devenir populaire en lançant des couteaux, sachant que ses bras sont cachés, bien entendu, jusqu'au jour, là encore, il va rencontrer l'amour. Et le problème, c'est que cette personne, il ne peut pas la tenir dans ses bras. Donc, comme il ne peut pas la tenir dans ses bras, il ne veut pas la perdre, il va aller jusqu'au sacrifice ultime. Je ne vous dis pas la suite. Pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour, mais elle ne sera pas très belle, cette histoire d'amour. Je vais en parler parce que L'Inconnu, cette édition-là, est introuvable, mais on peut la trouver quand même d'une autre façon, tout à fait honnête. Et puis, je vais vous parler d'un dernier film, et là, je n'ai pas de visuel. Toi, tu dois avoir des vignettes. C'est en fait un film et son remake. Et là, je reviens sur l'excellente émission d'Arcania, remake, reboot et compagnie. Merci. J'appelle ça comme ça, je t'en prie. Ça s'appelle effectivement Le Club des Trois, The Unholy Three, qui est un film de 1925. Le premier, c'est un film de Todd Browning. On peut s'arrêter 2 petites secondes là sur les 3 personnages. En fait, ce sont des personnages, des malfaisants. Le petit bonhomme à gauche, c'est un nain. C'est Earls, j'ai oublié son nom, mais il m'en voudra pas, je pense qu'il m'en voudra plus. Cet acteur, c'était pour ceux qui avaient vu Freaks de Todd Browning. Je ne sais pas si vous avez vu Freaks de Todd Browning. Chef-d'œuvre. Oui. Chef-d'œuvre. Voilà. Je vous le recommande en tout cas. C'était le nain victime de Freaks. Et lui, c'est donc un petit truand,
vous avez Lon Chaney à droite, et le grand monsieur que vous voyez au milieu, eh ben, c'est un futur compagnon de cinéma de John Wayne, puisque c'est Victor McLaglen. McLaglen, j'ai du mal à le dire, je ne dis pas aussi bien qu'Arcania quand il faut faire les McGla. Et donc Victor McLaglen, lui, aura une belle carrière dans le cinéma parlant, en étant souvent le comparse de John Wayne dans ses westerns. L'histoire, c'est sous couvert d'une oisellerie, c'est-à-dire qu'ils vendent des animaux, des oiseaux, des perroquets. Sous couvert d'une oisellerie, ces trois aigrefins vont détrousser les riches acheteurs, parce que ça coûte cher, de perroquets, parce que le perroquet est censé parler, et comme Lon Chaney est ventriloque dans le film, il fait croire que ce sont les perroquets qui parlent, ce qui fait que quand le client n'est pas content, il y a un service après-vente, ils arrivent chez le client, ils le détroussent, et voilà, c'est comme ça qu'ils vivent. Ça s'appelle les trois, les three, les trois, je ne sais plus, voyez-vous, donc je ne sais même plus en français, mais bon, vous avez compris que c'était un bon petit film. Le Club des Trois. Le Club des Trois, merci Denis. Oh là là, tu me sors d'un mauvais pas. Ce film-là a été remaké, et c'est là où je voulais en venir, en 1930. C'est pas tout à fait le même casting, parce que Victor McLaglen Victor McLaglen est parti sous d'autres cieux. Voilà, ça c'est la version parlante, comme vous voyez sur l'affiche. C'est la version parlante de ce film. Alors l'image en couleur, c'est pour le... Non, c'était pas en couleur. Et ce film doit raconter la même histoire. Il y a Harry Hurst, voilà, c'est Harry Hurst, le nain. Il y a encore, bien sûr, Lon Chaney. Ils reprennent leurs rôles respectifs. Il faut savoir que dans ce film, Lon Chaney tenait le rôle d'un vendeur de perroquets. Il faisait donc la voix du vendeur de perroquets. Il faisait la voix du perroquet quand il faisait le ventriloque. Il est lui-même fait des voix de ventriloque parce qu'il fait un spectacle, parce qu'au départ, c'est aussi quelqu'un qui fait du spectacle. On revient encore dans l'univers du spectacle et du forain. Et il fait aussi une petite dame, une vieille dame innocente qui attire le chaland, qui attire la future victime. Donc, il avait 5 voix différentes parce qu'il faisait aussi la voix du bébé, puisque Harry Hurst est censé se faire passer pour un nourrisson. Voilà. Donc, comme ça, vous savez tout. Ce film-là, ces 2 films-là ont complètement disparu. Malheureusement, il fait partie des 170 qui ont disparu ou des 160, des 150 qui ont disparu. Par contre, sur YouTube, et ça, c'est un vrai document, à moins qu'on le trouve sur un de mes DVD, mais j'en suis pas sûr, mais vous l'avez sur YouTube, très facilement. Vous retrouvez ce qui reste de ce film, de la version 1930, et pour l'unique fois, vous entendrez le son, la voix de Lon Chaney, parce que c'est là où je voulais en venir. Le vrai drame, c'est que c'est pour ça que le destin s'est ri de lui, c'est qu'il lui a filé, il a contracté une pneumonie qui s'est transformée en cancer de la gorge et de la bouche, et au moment où est arrivé le cinéma parlant, il est mort d'un cancer, il a fait ce seul film-là, il est mort d'un cancer de la bouche et de la gorge. Et ainsi se termine cette triste destinée de Lon Chaney. C'est une succession de malheurs. Une succession de malheurs, mais il a voulu faire fi de ça, et tous ces films ont été justement de dire, on peut avoir un destin, on peut aller contre son destin, on peut essayer de devenir une meilleure personne. Souvent dans ces films, ça paie pas. Mais voilà, c'était un peu le message qu'il voulait faire passer. Et puis bien sûr, l'héritage de Lon Chaney, qu'est-ce que c'est ? C'est son fils, Lon Chaney Jr., qui lui n'aura probablement, en termes de chef-d'œuvre, n'aura peut-être pas le même rendement. Il a quand même fait Le Loup-garou, le classique des Universal Monsters en 1941. Et d'ailleurs, je vous invite à revoir Le Loup-garou. On s'aperçoit encore. Ça, c'est salut Lon, ça va ? Tu vas bien ? Lon Chaney Jr., et je vais parler aussi de ce film. Lon Chaney Jr., dans le film de Loup-garou de 1941, le v'là, à l'époque il était beau gosse avant de picoler, est victime de cette malédiction du loup-garou. Il est mordu par un chien, il se transforme en loup-garou, il devient une victime et il n'y a pas une fin souhaitable pour lui. C'est vraiment, il marchait sur les traces de son père. Il a un peu connu la bibine. Ça lui a fait des choix, ça lui a permis d'avoir des soucis et donc de faire des choix un peu moins heureux dans ses films. Il est mort dans les années fin des années 60, 70, je ne sais plus, 60, fin des années 60, pour ses excès. Voilà ce qui reste de l'héritage de Lon Chaney, sachant qu'après, il a eu, voilà, ça c'est dans les Unholy Three.
c'est la vieille dame. Quand vous voyez la qualité, vous le voyez au travail. Alors, il faut quand même savoir que cette fameuse mallette de maquillage, c'est devenu un objet qui est exposé dans un musée. Et qui plus est, ça a inspiré deux très grands maquilleurs, Rick Baker et Tom Savini. Tom Savini qui lui a dédié son livre. Le livre de Tom Savini qu'il faut essayer, pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui aiment le maquillage, c'est Grande Illusion. Et ce livre est dédicacé à feu Lon Chaney, qui restera déjà à la base, toujours confondu, une des premières stars du cinéma. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux. Pas du tout. Très bien, je vous remercie. Et alors, je voulais revenir sur le film, puisqu'en 57, il y a eu un film qui retrace la vie un peu plus romancée de Lon Chaney, qui s'appelle donc L'homme au mille visages, avec James Cagney et Dorothy Malone. Ça, c'est très accessible. Vous le trouvez facilement. Enfin, j'espère, oui, en principe. C'est vraiment un film. Ça parle d'une carrière et puis ça parle du cinéma muet. C'est un bon film. C'est pas aussi fou que Babylone, hein, on va pas se mentir non plus. Mais voilà, c'est Nice the Artist. Mais je vous assure que il y a une patine classique parce que forcément, un film de 57 pour nous, ça fait déjà loin. Il y a un grand acteur. Franchement, je vous le recommande. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais revenir. C'est bien de raconter des films sur Lon Chaney, mais comment on peut les voir? C'est là la question. Déjà, ça, j'ai vérifié sur les internets pas plus tard que ce matin, pour pas vous dire de bêtises. Je vous recommande cette version de Freaks que vous trouvez pour 20 € sur les différents sites marchands, à peu près 20 €. Vraiment cette version-là, vous voyez, le visuel, c'est important parce qu'il y a d'autres versions. C'est parce que celui-là, il y a un double DVD. Et le deuxième DVD, voilà, le bonus, justement, le bonus, c'est le meilleur film de Lon Chaney, puisque c'est Todd Browning, c'est L'Inconnu. Le film où il a les bras coupés. Ça, c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors là, tout à l'heure, on disait il ne faut pas dire chef-d'œuvre, etc., et encore moins absolu. Non, disons que ça, c'est pour découvrir l'univers de Lon Chaney. Vous voyez ce film-là, vous avez envie de voir les autres. Et vous l'avez dans cette édition de Freaks, qui est aussi un très bon film. Voilà, je ne veux pas dire un chef-d'œuvre. Un très, très bon film. C'est deux films de Todd Browning. Là, le bonus, c'est le deuxième film, c'est L'Inconnu. Ça, vous le trouvez aux alentours des 20 €. D'accord, très bien. Autre chose, et je terminerai avec ça. Donc, je vous ai présenté des petits films comme ça en individuel. Un format économique, ça, vous le trouvez partout. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce sont des films libres de droit. Donc, n'importe quel éditeur peut le sortir. C'est un coffret 5 films. Vous avez Satan The Penalty, là, d'accord, que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez bien entendu Le Fantôme de l'Opéra et vous avez, voilà, à l'envers, vous avez Notre-Dame de Paris et vous avez deux autres films qui sont Tremblement de terre, enfin j'appelais Tremblement de terre, The Shock, et Shadows, qui sont aussi deux excellents films. Et ça, pour 25 €, vous avez 5 films. Hein. Et franchement, voilà, vous avez vos 5 films. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent découvrir. Maintenant, pour ceux qui veulent découvrir, mais qui ne veulent pas investir, ce que je peux comprendre, vous allez sur YouTube, vous tapez Lon Chaney, vous mettez Lon Chaney film, vous allez trouver les films, un ou deux avec une VF, entre guillemets, puisque les cartons sont en français, mais la plupart seront en VO, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, les cartons, c'était pas non plus... c'était pas le Lagarde et Michard, on pouvait le lire assez facilement, on comprend quand même l'histoire. Voilà. Alors, vous attendez pas à du DTS, vous attendez pas à du Dolby Atmos. Là, on parle de films qui ont plus d'un siècle. Voilà. Il n'y a pas de 4K. Il n'y a pas de 4K. Et je pense que là, ça apporterait pas grand-chose. N'importe quoi. Bon, merci Masterfield, c'était super intéressant. Et je pense que tu as vraiment donné, tu as donné envie de voir ces œuvres-là. C'était le but. Et vraiment, c'était très bien raconté. Bravo à toi. Ah oui. Non, vraiment, c'était très bien. Masterclass. Ouais, super. Masterclass. De Masterfield. Pascal, tu connaissais, hein, Alors je connaissais pas assez. Non, je connais pas assez son œuvre en tant que, je veux dire, acteur. Franchement, moi, je connais que le Fantôme de l'Opéra parce que le Fantôme de l'Opéra m'avait énormément terrorisé par rapport au maquillage.
c'est vraiment impressionnant la tête qu'il a en fantôme de l'opéra dans ce film. Il est vraiment flippant. Je vous le dis. Moi, il m'avait, enfin, je l'ai vu quand j'avais, je sais pas, 15 ans, ce film. Et franchement, la tête qu'il a, quoi, dans le maquillage, il m'impressionne plus que dans le film de la Hammer, pour dire. Largement plus que le maquillage. Mais je vous invite à aller voir la scène parlante. Je vous invite à aller voir la scène parlante où on entend la voix pour la première fois, la voix de Lon Chaney, et on se dit, eh ben, c'est quand même dommage ce qui lui est arrivé, parce que on sait que le drame du passage du muet au parlant pour beaucoup d'acteurs, c'était tout simplement, ils ne savaient pas jouer la comédie, ils n'avaient pas la voix posée. Il suffit de voir Chantons sous la pluie, c'est exactement cette histoire-là au départ, par exemple, ou The Artist. Bon, bah là, c'est pareil, on se dit, ah là là, peut-être qu'il aurait été très mauvais acteur. Bah écoutez, sur les 3 scènes, les 2 scènes que vous avez, les 3 scènes, on voit que ça aurait pu être un excellent acteur. Il aurait, avec sa tête, il aurait fait justement, je pense, des rôles à la James Cagney, des gangsters, etc. Il aurait une carrière tout à fait honorable, même si déjà elle était assez exceptionnelle. Ouais. Mais c'est le destin qu'il a en plus, qui a rendu la chose encore plus qui n'a pas eu de chance. Et puis voilà, il était entre les 2 guerres, donc une grande misère. Une période difficile, quoi. Donc, quelqu'un qui n'a vraiment pas eu de chance, effectivement. Une dernière petite précision, je vois que Romain donne il a tout à fait raison. Alors déjà, je dis bonjour Romain. Et il a coupé le son du DVD de Films sans frontières. Alors, c'est pas un film sans frontières, mais peu importe. Romain qui n'a fait que se pourrir pendant Romain, c'est Romain, c'est comme ça. Les implacables. Voilà, il est comme ça. Mais alors, c'est vrai, parce que je me moque on se marre avec l'Eurodance, vous savez, c'est une musique des années 90, horrible. C'est vrai que sur certains films, ils mettent, on ne sait pas pourquoi, ils mettent des musiques, mais vraiment dégueulasses. C'est techno, presque techno, ça ne veut rien dire. Pareil, il y a aussi des plans qui sont pas colorisés, mais pour montrer qu'à un moment, c'est un moment de répit, ça va être jaune ou vert. Ça va être un sépia jaune ou vert. Quand ça va être tendu, c'est un sépia bleu. Vous savez pas pourquoi. Et des fois, on a l'impression que l'étalonneur, c'est un peu endormi sur la console. Mais en dehors de ça, vous mettez tout en noir et blanc. Vous coupez le son, entre guillemets. Vous mettez tout en noir et blanc sur votre téléviseur. Ça, vous pouvez le faire. Et vous avez un film avec une qualité constante. Compliqué, c'est vrai, parce que l'image, elle a un siècle. Mais vous êtes pris par l'histoire. Je vous le garantis, vous serez pris par l'histoire. Voilà. Le fantôme de l'opéra, on le trouve sur YouTube. Oui, on le trouve. Oui. Je l'ai vu il y a 2 jours. C'est vrai, on le trouve. Mais enfin, maintenant, ici, on a le droit aussi d'aimer le support physique. Donc, c'est pour ça, là, pour 20-25 euros, non, mais on a le droit, je veux dire, c'est pas une obligation. Oui, tout à fait. Beau parleur, tu connaissais Lon Chaney? C'était Non, vraiment pas. Pour moi, c'était une découverte quasi totale. Hein, on va dire total, carrément. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'il a réussi à rendre quelque chose. Bon, forcément ici on a un attrait qui est peut-être plus facile, mais ta présentation était vraiment très bien, parce que tout en étant sobre, tu as réussi à semer des choses intéressantes qui donnent très envie de le découvrir. Franchement, félicitations. Mais c'est pas ça, c'est que moi, mon vrai plaisir, c'est que je suis content qu'on ait encore besoin de le découvrir. Comme ça, vous êtes des chanceux. Parce que comme ça, vous allez découvrir des choses, vous allez vous faire plaisir de la découverte que moi, je n'ai plus, mais j'ai toujours plaisir à revoir.